Alors, il était une fois cette fameuse histoire de Kodak et de Fujifilm, vous la connaissez tous. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, leur métier n'a pas disparu, puisque vous avez 250 milliards de selfies qui sont pris chaque année dans le monde, et donc la photographie n'a pas disparu. Donc que s'est-il passé de ces grands industriels précurseurs de la photographie dans le monde historique? Ils ont fait deux chemins différents. L'un, alors on se rappellera de Clic-Clac Kodak, mais il n'y a plus de Kodak. Et Fujifilm a retravaillé ses savoir-faire pour faire de l'imagerie médicale et également des choses un peu plus à la mode. Si on regarde la Poste, on trouvait assez marrant cet exemple de la Poste, c'est que finalement, de la même façon, l'usage n'a pas disparu. Le fait qu'on s'échange de l'information entre nous n'a pas disparu. Avant, on vivait avec les épopées de l'aéropostale qui arrivait à amener votre courrier partout dans le monde. Aujourd'hui, un petit email fait circuler l'information beaucoup plus rapidement. Et il était de même pour les pages jaunes. Et les pages jaunes disaient, franchement, on ne pourra jamais mieux trouver un commerçant qu'en regardant dans les pages jaunes, on ne pourra jamais mieux trouver un numéro de téléphone, à part regarder dans le bottin. Bon, entre-temps, il y a Google qui est arrivé, et ça rappelait une histoire que quelqu'un a racontée sur une table ronde l'année dernière, quelqu'un qui travaillait dans la grande distribution, il bossait chez Carrefour, et il disait, à l'époque, quand on a vu Amazon, nous, chez Carrefour, on se marrait bien quand même. On s'est dit, c'est quoi ce gars-là? Les libraires aussi se marraient bien. Et ensuite, dans l'hôtellerie, quand on a vu Expedia et Booking, on s'est bien marré, on se marre un peu moins maintenant. Donc, effectivement, ça bouge assez vite. La bonne nouvelle, c'est que chez La Poste, faire un changement, un pivot un peu dans le business model, c'est possible. Et ça fonctionne plutôt bien, hein, puisqu'en 2002, ils faisaient 17 milliards de chiffre d'affaires. Et en 2018, ils en font quasiment 25. Ce qui est intéressant de voir, c'est la proportion à l'intérieur. Le jaune, c'est le courrier traditionnel. Il est passé de 63% du chiffre d'affaires à 37% aujourd'hui. Par contre, le fait de transporter, plus de l'information, mais transporter des biens qui sont ce que vous commandez sur les différents produits, enfin sur les différentes plateformes, et bien effectivement, cette partie-là a renouvelé le business model au niveau de La Poste. Comme l'investisseur est extrêmement important, puisque c'est lui maintenant qui va porter le risque, qui va porter l'actif, qui va chercher le rendement, c'est intéressant de regarder les cycles, parce que finalement, un investisseur n'investit pas sur une courte durée d'une année sur l'autre en croissance du RevPAR. Il essaye de voir globalement comment le cycle fonctionne. Donc là, on vous a mis un cycle, le cycle de l'hôtellerie en Europe, de 2000 à 2018 ou 2019. Et il y a deux choses intéressantes que j'aimerais commenter avec vous. La première, c'est qu'on a un cycle, si on compare les deux cycles, c'est-à-dire celui que vous voyez entre 2001 et 2007, vous vous souvenez, je le dis souvent, mais 2001-2003, c'est le 11 septembre aux États-Unis, c'est la bulle Internet, c'est un ralentissement, on n'avait pas de retournement de PIB, mais on a eu 3 années avec des RevPAR négatifs en Europe. Et si on fait le cumul entre les années de crise, entre guillemets, 2001-2003, et les années de croissance entre 2004 et 2007, on voit qu'on a une croissance du RevPAR de 14,5%. Si on compare la même chose, donc 2008-2009 jusqu'en 2018, eh ben on a une croissance du RevPAR de 16%. Mais en réalité, on a doublé le nombre d'années en croissance. C'est-à-dire que ce qu'on a réalisé en 4 années de croissance du RevPAR entre 2004 et 2007, eh ben on est en train de le réaliser un peu plus, encore heureux, sur le double d'années. Donc on a un étirement des cycles et on voit qu'effectivement l'intensité est un peu moins marquée. Alors ensuite, à l'intérieur de l'Europe, vous avez des disparités qui sont beaucoup plus importantes entre les différents pays. Vous avez ici, vous voyez, on a pris une base 100 de départ 2007. Donc vous voyez l'effet kickers des Jeux Olympiques en 2012 pour le UK, qui est la courbe rouge, que vous voyez tout en haut. Donc j'espère qu'on aura la même chose en 2024 en France. On voit clairement la crise des dettes souveraines pour tout le petit paquet de courbes qui sont vers le bas, qui sont l'Italie, l'Espagne et notamment le Portugal. Et puis on voit l'effet des attentats en 2015-2016 avec la courbe grise qui est la Belgique et la bleue qui est la France. Donc voilà, et puis on voit la espèce de remontada espagnole ou ibérique avec le Portugal et l'Espagne. Donc en réalité, ce sera intéressant de retravailler la slide que je vous montrais tout à l'heure en essayant de gommer les effets qui sont contre-cycliques ou qui seraient peut-être... voilà, quel cycle on aurait fait si on n'avait pas eu la crise des dettes souveraines? Alors on a regardé, en corrigeant un petit peu, ça ne change pas la face du monde, mais si on n'avait pas eu les attentats de Paris et si on n'avait pas eu les attentats de Bruxelles, quelle aurait été notre performance? Voilà. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'a priori, on a perdu 4 points dans cette période-là. Donc on a un cycle qui est un peu plus long,
qui aurait dû nous emmener à 20 points enfin en tout cas 20% de croissance du RevPAR, et finalement on n'en a fait que 16, mais ce qui est déjà pas mal. Donc là vous avez les villes. Je vous rappelle qu'en Europe on a 4,5 de croissance du RevPAR. Vous voyez que Barcelone souffre un petit peu parce que effectivement le climat politique a été un peu délicat. On voit Londres, le UK qui ralentit. Là je crois que vous avez à peu près 200 villes, 200 marchés qui sont en Europe. Donc, ce qui est intéressant pour les investisseurs, c'est surtout la valeur absolue. C'est pas tant la fluctuation, je vous disais tout à l'heure. Si finalement on regarde les variations, l'investisseur ne va pas baquer son investissement sur une année ou une autre. Donc, globalement, c'est pas ça qui change. C'est les valeurs absolues. Et donc, vous voyez que dans ces destinations-là, le prix moyen est plutôt au-dessus de 100 €. Et dans le même temps, vous avez des taux d'occupation, vous voyez un peu le barème, hein. L'Europe fait 72, quasiment 73% de taux d'occupation. Et là, on voit que globalement, toutes ces destinations-là sont au-dessus de 75, ou enfin vont entre 75 et 80, et plus de 80% de taux d'occupation. Alors là, je vais devoir vous demander un petit peu d'attention. Je vais essayer de vous expliquer ça. C'est assez simple, mais vous avez besoin de vous concentrer 3 minutes. Donc vous avez en haut le prix moyen. Donc en haut, c'est la variation du prix moyen et vous avez un cycle long. On a pris la France parce qu'il fallait bien trouver un marché mature en Europe et que tout le monde connaissait à peu près bien, comme ça vous allez pouvoir garder votre esprit critique. Donc de 83 à 2018, on vous a mis les variations du prix moyen, c'est ce que vous avez en haut. En dessous, sur la même échelle temps, de 83 à 2018, on vous a mis les variations du parc hôtelier, chaînes et indépendants ensemble. Alors première chose qui est intéressante, sur cette première partie du cycle, entre 85 et 94, vous voyez qu'on a en moyenne annuelle une baisse du prix moyen de l'ordre de 1,7%. En dessous, dans le même temps, vous avez une croissance du parc hôtelier qui est quasiment à 3 points de croissance en moyenne annuelle. Donc là, vous dites déjà, ok, ça va être intéressant de voir, mais là, c'est une phase qu'on a assez spécifique. Je vous rappelle que 93, c'est crise immobilière. Entre les années 80 et 90, on avait de l'inflation. Bon, bref, il y avait tout un tas de schémas qui étaient assez intéressants. Et bien évidemment, on avait une phase d'accélération du développement des chaînes hôtelières standardisées, notamment dans l'hôtellerie économique. Ensuite, on arrête un petit peu de développer le parc global, le solde net, donc entre les ouvertures et les fermetures. Et oui, il y a effectivement des chaînes qui ont ouvert plus que des indépendants qui ont fermé. Et là, dans cette période-là, celle du milieu, vous avez une croissance de 3,8 du prix moyen pendant cette période-là, ce qui est normal. On a une offre qui n'augmente pas énormément, et puis on a des prix moyens qui continuent à augmenter. On a des petits accidents. Et voilà, vous voyez, sur les dernières années, on a une troisième phase où effectivement, on voit en France, en 2016, ça a été effectivement les attentats, donc c'est normal que ça baisse un peu. Et là, on voit qu'on repart un petit peu à la hausse. Alors là, vous avez deux scénarios, où on continue au même rythme et on est dans quelque chose de similaire de la partie du milieu, donc c'est-à-dire avec 0,4 de croissance de l'offre, ou on est dans quelque chose qui va ressembler à une restructuration du parc hôtelier, où on va aller à un rythme qui est un peu plus important, peut-être 2%, 2,5% de croissance annuelle du parc hôtelier. Alors chez nous, il y a deux écoles. On n'a pas encore décidé lequel était le scénario le plus probable, mais quelque part, ça va se situer dans cette notion-là. Je vous mets par-dessus, parce que tant qu'on y était à introduire un peu toutes ces informations, la courbe du taux d'occupation. Et ce que vous allez voir qui est assez intéressant, c'est que globalement, on vous a rajouté la ligne des 65% de taux d'occupation, et regardez par rapport au prix moyen. À chaque fois que le marché a été au niveau national au-dessus de 65% de taux d'occupation, quasiment systématiquement, à chaque fois, on a une augmentation des prix moyens. Donc on a quand même une corrélation assez forte entre la demande, les prix et le développement de l'offre sur un marché mature. Alors maintenant, on va comparer la courbe du taux d'occupation de l'Europe par rapport à la courbe du taux d'occupation de la France. Et donc vous voyez qu'entre 2000 et 2010-2011, la France surperformait en valeur absolue le taux d'occupation de l'ensemble du marché européen. Par contre, à partir de 2010-2011, on voit qu'effectivement, il y a un décrochage entre la performance de l'Europe en valeur absolue, qui va quasiment à 73% de taux d'occupation, et la France qui est entre 68 et 69% de taux d'occupation dans les hôtels.